L'économie, on a souvent l'impression que c'est une immense machine indéchiffrable, presque mystérieuse, n'est-ce pas? Des millions de transactions par seconde, des décisions politiques qui tombent, des crises internationales qui éclatent, tout ça s'entremêle en permanence. Mais au fond, comment fonctionne réellement cette gigantesque machine? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans ce décryptage. Notre but, c'est de rendre limpide cette interaction fascinante qui régit l'économie de tout un pays. Alors plongeons tout de suite dans le vif du sujet pour comprendre ce mécanisme captivant qui dicte au final notre réalité matérielle quotidienne. Au menu d'aujourd'hui, on va suivre un plan d'attaque en 4 étapes très simples. D'abord, on va regarder les forces macroéconomiques globales. Ensuite, on passera au poids lourd, l'offre et la demande. Troisièmement, on observera le moment crucial de l'équilibre et des prix. Et enfin, on terminera sur le rôle des politiques. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, les forces macroéconomiques globales entre les contrôles internes et les fameux chocs externes. C'est quand même fou quand on y pense. Par quel miracle économique est-ce que des choses aussi abstraites qu'une décision sur les impôts, l'impression de nouveaux billets ou même une crise géopolitique à l'autre bout du monde finissent par dicter le prix de notre baguette à la boulangerie ou le fait qu'il y ait du travail dans notre région? Comment passe-t-on d'un concept lointain à une réalité ultra concrète dans notre portefeuille? Eh bien, en fait, la santé d'une économie dépend d'un affrontement constant entre ce qu'on contrôle et ce qu'on subit. D'un côté, on a les variables externes. Ça, c'est ce qui nous tombe dessus sans prévenir. Une guerre, une révolution ou un bond inattendu du prix du pétrole. De l'autre côté, on a nos instruments de politique économique. Ce sont nos leviers, nos contrôles internes. La politique budgétaire, la politique monétaire ou la régulation des revenus. Et c'est justement ce face-à-face permanent entre des chocs imprévisibles et nos réactions calculées qui fait vibrer toute la machine. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, l'offre et la demande, les véritables moteurs du système. C'est ici qu'entrent en scène les deux forces titanesques de notre économie. Commençons par l'offre globale. Pour faire simple, imaginez absolument tout ce que les entreprises d'un pays entier sont prêtes à fabriquer, construire et proposer sur le marché pendant une année entière. Et la logique des entreprises est assez claire en général. Tourner à plein régime, vendre un bon prix et faire du profit. Mais attention, cette capacité de production, elle ne sort pas d'un chapeau magique. Elle est dictée par ce qu'on a physiquement sous la main, nos usines, nos machines, ce qu'on appelle le capital. Elle dépend aussi de notre main-d'œuvre, le travail humain, et bien sûr de nos avancées technologiques. Si on fait une percée incroyable dans l'intelligence artificielle, par exemple, ou si on forme mieux nos travailleurs, eh bien l'offre globale du pays tout entier va s'étendre naturellement. Face à cette offre, on trouve son parfait reflet, la demande globale. Là, on ne parle plus de produire, on parle de dépenser. C'est l'addition gigantesque de tout ce qu'on a envie d'acheter. Ça inclut nos courses au supermarché, évidemment, mais aussi les investissements massifs des entreprises pour acheter de nouveaux équipements, et même les dépenses colossales de l'État pour construire des routes ou des hôpitaux. C'est en gros l'appétit de tout le pays. Et cet appétit, qu'est-ce qui le booste ou le freine? Principalement, la quantité d'argent qui circule. Les décisions financières jouent un rôle énorme ici. La masse monétaire disponible et le niveau des impôts. Imaginez que les impôts augmentent brutalement d'un coup. Notre revenu disponible chute et inévitablement l'appétit de la demande globale se contracte. C'est mathématique. Donc, si on résume, on a vraiment deux blocs bien distincts. D'un côté, l'offre globale, c'est notre muscle, notre capacité physique de production avec nos usines et nos travailleurs. De l'autre, la demande globale, c'est notre portefeuille dicté par la quantité d'argent en circulation, la confiance et les politiques fiscales. C'est littéralement la confrontation entre notre capacité de fabrication et notre pouvoir d'achat. Et c'est là qu'intervient l'une des métaphores les plus brillantes de son économie, la métaphore des ciseaux. Une seule lame de ciseaux, ça ne sert absolument à rien, n'est-ce pas? Pour couper, pour déterminer la richesse produite, notre fameux produit intérieur brut, et le niveau général des prix, il faut impérativement que les deux lames, l'offre et la demande, agissent ensemble. Passons donc à notre troisième partie, ce fameux croisement, l'équilibre et les prix. C'est le moment fatidique où ces deux immenses lames se rencontrent enfin sur le marché. D'un côté l'offre, de l'autre la demande. Et le résultat de ce choc monumental, c'est tout simplement ce qui dicte notre quotidien. C'est ça qui va déterminer si l'économie est en croissance, combien il y aura de chômage et surtout le niveau d'inflation. La santé économique de tout un pays n'est rien d'autre que le produit direct de ce croisement. Le point parfait où tout s'aligne s'appelle le point E pour équilibre. C'est un peu le Graal macroéconomique. C'est le moment exact où le pays trouve son rythme idéal. Les entreprises produisent très exactement la quantité que les gens et l'État sont prêts à acheter et à un prix qui convient à tout le monde. À ce moment précis, pas de surproduction ruineuse et pas de pénurie qui ferait flamber les prix. L'équilibre parfait. D'ailleurs, petite précision cruciale, il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on appelle la microéconomie. La microéconomie, ça serait de regarder le prix d'un seul produit, disons une voiture ou un smartphone en particulier. Ici, en macroéconomie, on prend de la hauteur, on observe la production totale de la nation tout entière et le niveau moyen de tous les prix combinés.
C'est une vue panoramique, de très haut, par rapport à une vue au microscope. Et pour terminer, abordons notre quatrième et dernière partie, le rôle des politiques, ces fameuses mains invisibles. Car cet équilibre parfait, ce fameux point E, il est rarement stable très longtemps. Le monde réel adore venir tout secouer. Imaginons un choc externe, comme une crise mondiale soudaine qui fait plonger la demande. C'est la panique. Mais l'État et la Banque centrale ne restent pas là les bras croisés. Ils sortent leur boîte à outils. Ils injectent de l'argent, ils modifient les impôts. Et ces actions vont littéralement forcer nos énormes courbes d'offres et de demandes à se déplacer pour encaisser le choc et retrouver un nouvel équilibre viable. C'est exactement là que réside le pouvoir de la politique budgétaire et de la politique monétaire. En jouant avec les taux d'intérêt ou l'argent public, les gouvernements influencent directement l'appétit de la demande globale ou soutiennent l'offre globale. En gros, ils manipulent l'ouverture et la fermeture de nos lames de ciseaux pour éviter le pire, que ce soit un chômage massif ou, à l'inverse, une inflation destructrice qui rendrait la vie impossible. Ce qui nous amène à une réflexion finale, très actuelle pour clôturer cette analyse. On vit dans un monde qui va à 1000 à l'heure, secoué par des bouleversements climatiques, des tensions géopolitiques et des révolutions technologiques. Face à des chocs externes de plus en plus massifs et imprévisibles, est-ce que nos vieux outils de politique budgétaire et monétaire sont toujours suffisants pour garder l'équilibre de nos lames de ciseaux? C'est le défi absolu de l'économie moderne et une question qui mérite vraiment d'y réfléchir. Merci d'avoir suivi ce décryptage de notre grande machine économique et à très vite pour explorer de nouveaux concepts.